Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Poil de carotte, qui est un roman autobiographique de Jules Renard. Les déboires donc d'un petit garçon roux, mal aimé. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Poil de carotte guette longtemps. Il craint un nouveau retour brusque de Violonne. Déjà, Marceau fait la boule dans son lit, la couverture sur ses yeux, bien éveillé d'ailleurs et tout au souvenir de l'aventure dont il ne sait que penser. Il n'y voit rien de vilain qui puisse le tourmenter. Et cependant, dans la nuit des draps, l'image de Violonne flotte lumineusement, douce comme ces images de femmes qui l'ont échauffée en plus d'un rêve. Poil de carotte se lasse d'attendre. Ses paupières, comme aimantées, se rapprochent. Il s'impose de fixer le gaz, presque éteint. Mais après avoir compté 3 éclosions de petites bulles crépitantes et pressé de sortir du bec, il s'endort. Le lendemain matin, au lavabo, tandis que les cornes des serviettes, trempées dans un peu d'eau froide, frottent légèrement les pommettes frileuses, Poil de carotte regarde méchamment Marceau. S'efforçant d'être bien féroce, il l'insulte de nouveau, les dents serrées sur les syllabes, sifflantes. Pistolet, pistolet. Les joues de Marceau deviennent pourpres. Mais il répond sans colère, et le regard presque suppliant, puisque je te dis que c'est pas vrai, ce que tu crois. Le maître d'études passe la visite des mains. Les élèves, sur 2 rangs, offrent machinalement d'abord le dos, puis la paume de leurs mains. En les retournant avec rapidité, et les remettent aussitôt bien au chaud, dans les poches, ou sous la tiédeur de l'édredon le plus proche. D'ordinaire, Violonne s'abstient de les regarder. Cette fois, mal à propos, il trouve que celles de Poil de carotte ne sont pas nettes. Poil de carotte, prié de les repasser sous le robinet, se révolte. On peut, à vrai dire, y remarquer une tache bleuâtre, mais il soutient que c'est un commencement d'engelure. On lui en veut, sûrement. Violonne doit le faire conduire chez monsieur le directeur. Celui-ci, matinal, prépare dans son cabinet vieux vert un cours d'histoire qu'il fait aux grands, et à ses moments perdus. Écrasant sur le tapis de sa table le bout de ses doigts épais, il pose les principaux jalons. Ici, la chute de l'Empire romain, au milieu, la prise de Constantinople par les Turcs. Plus loin, l'histoire moderne, qui commence on ne sait où et n'en finit plus. Il a une ample robe de chambre, dont les galons brodés cerclent sa poitrine puissante, pareil à des cordages autour d'une colonne. Il mange visiblement trop. Cet homme, ses traits sont gros et toujours un peu luisants. Il parle fortement, même aux dames, et les plis de son cou ondulent sur le col d'une manière lente et rythmique. Il est encore remarquable pour la rondeur de ses yeux et l'épaisseur de ses moustaches. Poil de carotte se tient debout devant lui, sa casquette entre les jambes, afin de garder toute sa liberté d'action. D'une voix terrible, le directeur demande « Qu'est-ce que c'est ?»« Monsieur, c'est le maître d'études qui m'envoie vous dire que j'ai les mains sales. Mais c'est pas vrai. » Et de nouveau, consciencieusement, Poil de carotte montre ses mains en les retournant. D'abord le dos, ensuite la paume. Il fait la preuve, d'abord la paume, ensuite le dos. Ah, c'est pas vrai, dit le directeur, 4 jours de séquestre, mon petit. Monsieur, dit Poil de carotte, le maître d'études, il m'en veut. Ah, il t'en veut? 8 jours, mon petit. Poil de carotte connaît son homme. Une telle douceur ne le surprend point. Il est bien décidé à tout affronter.
Il prend une pose raide, serre ses jambes et s'enhardit, au mépris d'une gifle. Car c'est chez monsieur le directeur une innocente manie d'abattre de temps en temps un élève récalcitrant du revers de la main. Vlan, l'habileté pour l'élève visé consiste à prévoir le coup et à se baisser. Et le directeur se déséquilibre au rire étouffé de tous. Mais il ne recommence pas, sa dignité l'empêchant d'user de ruse à son tour. Il devait arriver droit sur la joue choisie, ou alors ne se mêler de rien. Monsieur, dit Poil de Carotte, réellement audacieux et fier, le maître d'études est Marceau. Ils font des choses. Aussitôt, les yeux du directeur se troublent, comme si deux moucherons s'y étaient précipités soudain. Il appuie ses deux poings fermés au bord de la table, se lève à demi, la tête en avant, comme s'il allait cogner Poil de Carotte en pleine poitrine, et demande par son guttureau: quelle chose? Poil de Carotte semble pris au dépourvu. Il espérait peut-être, que ce n'est que différé, l'envoi d'un tome massif de monsieur Henri Martin, par exemple, lancé d'une main à droite, et voilà qu'on lui demande des détails. Le directeur attend. Tous ces plis du cou se joignent pour ne former qu'un bourrelet unique, un éperon de cuir, où siège des guingois sa tête. Poil de Carotte hésite, le temps de se convaincre que les mots ne lui viennent pas. Puis, la mine tout à coup confuse, le dos rond, l'attitude apparemment gauche et penaude, il va chercher sa casquette entre ses jambes, l'en retire aplati, se courbe de plus en plus, se ratatine, et l'élève doucement à hauteur du menton. Et lentement, sournoisement, avec des précautions pudiques, il enfouit sa tête, simiesque, dans la doublure ouatée, sans dire un mot. Le même jour, à la suite d'une courte enquête, Violonne reçoit son congé. C'est un touchant départ, presque une cérémonie. « Je reviendrai, » dit Violonne, « c'est une absence. » Mais il n'en fait accroire à personne. L'institution renouvelle son personnel, comme si elle craignait pour lui la moisissure. C'est un va-et-vient de maître d'études. Celui-ci part comme les autres, et meilleur. Il part plus vite. Presque tous l'aiment. On ne lui connaît pas d'égal dans l'art d'écrire des entêtes pour cahiers, tels que cahiers d'exercices grecs appartenant à. Les majuscules sont moulées comme des lettres d'enseigne. Les bancs se vident. On fait cercle autour de son bureau. Sa belle main, où brille la pierre verte d'une bague, se promène élégamment sur le papier. Au bas de la page, il improvise une signature. Elle tombe, comme une pierre dans l'eau, dans une ondulation et un remous de lignes à la fois régulières et capricieuses, qui forment le paraphe, un petit chef-d'œuvre. La queue du paraphe s'égare, se perd dans le paraphe lui-même. Il faut regarder de très près, chercher longtemps pour la retrouver. Inutile de dire que le tout est fait d'un seul trait de plume. Une fois, il a réussi un enchevêtrement de lignes nommées cul de lampe. Longuement, les petits s'émerveillèrent. Son renvoi les chagrine fort. Ils conviennent qu'ils devront bourdonner le directeur à la première occasion. C'est-à-dire enfler les joues et imiter avec les lèvres le vol des bourdons pour marquer leur mécontentement. Quelques jours, ils n'y manqueront pas. En attendant, ils s'attristent les uns les autres. Violonne, qui se sent regretter à la coquetterie de partir pendant une récréation, quand il paraît dans la cour suivi d'un garçon qui porte sa malle, tous les petits s'élancent. Il serre des mains, tapote des visages et s'efforce d'arracher les pans de sa redingote sans les déchirer, cernés, envahis et souriants, émus. Les uns, suspendus à la barre fixe, s'arrêtent au milieu d'un renversement et sautent à terre, la bouche ouverte, le front en sueur, leurs manches de chemise retroussées et les doigts écartés à cause de la colophane. D'autres, plus calmes,
qui tournait monotonement dans la cour, agite les mains, en signe d'adieu. Le garçon, courbé sous la malle, s'est arrêté afin de conserver les distances, ce dont profite un tout petit pour plaquer sur son tablier blanc ses 5 doigts trempés dans du sable mouillé. Les joues de Marceau se sont rosées à paraître peintes, Il éprouve sa première peine de cœur sérieuse. Mais troublé et contraint de s'avouer qu'il regrette le maître d'études un peu comme une petite cousine, il se tient à l'écart, inquiet, presque honteux. Sans embarras, Violonne se dirige vers lui, quand on entend un fracas de carreaux. Tous les regards montent vers la petite fenêtre grillée du séquestre. La vilaine et sauvage tête de Poil de Carotte paraît. Il grimace, blême. Petite bête mauvaise en cage, les cheveux dans les yeux et ses dents blanches tout en l'air. Il passe sa main droite entre les débris de la vitre qui le mord, comme animé, et il menace Violonne de son poing saignant. « Petit imbécile, dit le maître d'études, te voilà content. »« Dame !» crie Poil de Carotte, tandis qu'avec entrain il casse d'un second coup de poing un autre carreau. « Pourquoi que vous l'embrassiez et que vous ne l'embrassiez pas, moi ?» Et il ajoute, se barbouillant la figure avec le sang qui coule de sa main coupée, « Moi aussi j'ai des joues rouges, quand je veux. » L'époux. Dès que grand frère Félix et Poil de Carotte arrivent de l'institution Saint-Marc, Madame Lepic leur fait prendre un bain de pied. Ils en ont besoin depuis 3 mois, car jamais on ne les lave à la pension. D'ailleurs, aucun article du prospectus ne prévoit le cas. « Comme les tiens doivent être noirs, mon pauvre Poil de Carotte, dit Madame Lepic. Elle devine juste. Ceux de Poil de Carotte sont toujours plus noirs que ceux de grand frère Félix. Et pourquoi ? Tous deux vivent côte à côte, du même régime, dans le même air. Certes, au bout de 3 mois, grand frère Félix ne peut montrer pied blanc. Mais Poil de Carotte, de son propre aveu, ne reconnaît plus les siens. Honteux, il les plonge dans l'eau avec l'habileté d'un escamoteur. On ne les voit pas sortir des chaussettes et se mêler aux pieds, de grand frère Félix qui occupe déjà tout le fond du baquet. Et bientôt une couche de crasse s'étend comme un linge sur ces 4 horreurs. Monsieur Lepic se promène, selon sa coutume. D'une fenêtre à l'autre, il relit les bulletins trimestriels de ses fils, surtout les notes écrites par monsieur le proviseur lui-même. Celle de grand frère Félix. Étourdi, mais intelligent, arrivera. Et celle de Poil de Carotte. Se distingue dès qu'il veut, mais ne veut pas toujours. L'idée que Poil de Carotte est quelquefois distingué amuse la famille. En ce moment, les bras croisés sur ses genoux, il laisse les pieds trempés et se gonfler d'aise. Il se sent examiné. On le trouve plutôt enlaidi, sous ses cheveux trop longs et d'un rouge sombre. Monsieur Lepic, hostile aux effusions, ne témoigne sa joie de le revoir qu'en le taquinant. À l'aller, il lui détache une chiquenaude sur l'oreille. Au retour, il le pousse du coude et Poil de Carotte rit de bon cœur. Enfin, Monsieur Lepic lui passe la main dans les bourraquins et fait crépiter ses ongles comme s'il voulait tuer des poux. C'est sa plaisanterie favorite. Hors du premier coup, il en tue un. « Ah, bien visé, dit-il, je ne l'ai pas manqué. » Et tandis qu'un peu dégoûté, il essuie à la chevelure de Poil de Carotte, Madame Lepic lève les bras au ciel. « Je m'en doutais, dit-elle accablée. Mon Dieu, nous sommes propres. Ernestine court chercher une cuvette. Ma fille, voilà de la besogne pour toi. » Sœur Ernestine apporte une cuvette, un peigne fin, du vinaigre dans une soucoupe, et la chasse commence. « Peigne-moi d'abord, crie grand frère Félix. Je suis sûr qu'il m'en a donné. » Il se racle furieusement la tête avec les doigts et demande un seau d'eau pour tout nettoyer. « Calme-toi, Félix, dit sœur Ernestine, qui aime se dévouer. Je te ferai pas de mal. » Elle lui met une serviette autour du cou et montre une adresse, une patience de maman. Elle écarte les cheveux d'une main, tient délicatement le peigne de l'autre, et elle cherche.
sans moue dédaigneuse, sans peur d'attraper des habitants. Quand elle dit « un de plus », grand frère Félix trépigne dans le baquet et menace du poing Poil de Carotte qui, silencieux, attend son tour. « C'est fini pour toi, Félix, » dit sœur Ernestine. « Tu n'en avais que 7 ou 8, compte-les. On comptera ceux de Poil de Carotte. » Au premier coup de peigne, Poil de Carotte obtient l'avantage. Sœur Ernestine croit qu'elle est tombée sur le nid, mais elle n'a que ramassé au hasard dans une fourmilière. On entoure Poil de Carotte. Sœur Ernestine s'applique. Monsieur le Pic, les mains derrière le dos, suit le travail comme un étranger curieux. Madame le Pic pousse des exclamations plaintives. « Oh, oh, dit-elle, il faudrait une pelle et un râteau. » Grand frère Félix, accroupi, remue la cuvette et reçoit les poux. Il tombe enveloppé de pellicule. On distingue l'agitation de leurs pattes menues comme des cils coupés. Ils obéissent au roulis de la cuvette et rapidement, le vinaigre les fait mourir. Vraiment, Poil de Carotte, nous ne te comprenons plus. À ton âge et grand garçon, tu devrais rougir. Je te passe tes pieds comme peut-être tu ne vois qu'ici, mais l'époux te mange et tu ne réclames ni la surveillance de tes maîtres, ni les soins de ta famille. Explique-nous, je te prie. Quel plaisir tu éprouves à te laisser ainsi dévorer tout vif, et il y a du sang dans ta tignasse. C'est le peigne qui m'égratigne. Ah, c'est le peigne. Voilà comment tu remercies ta sœur. Tu l'entends, Ernestine ? Monsieur, délicat, se plaint de sa coiffeuse. Je te conseille, ma fille, d'abandonner tout de suite ce martyre volontaire à sa vermine. J'ai fini pour aujourd'hui, maman. J'ai seulement ôté le plus gros. Et je ferai demain une seconde tournée. Mais j'en connais une qui se parfumera d'eau de... J'arrive pas à le dire. Pardon, mais j'en connais une qui se parfumera d'eau de Cologne. Quant à toi, Poil de Carotte, emporte ta cuvette et va l'exposer sur le mur du jardin. Il faut que tout le village défile devant pour ta confusion. Poil de Carotte prend la cuvette et sort. Et l'ayant déposée au soleil, il monte la garde près d'elle. C'est la vieille Marie-Nanette qui s'approche la première. Chaque fois qu'elle rencontre Poil de Carotte, elle s'arrête, l'observe de ses petits yeux myopes et malins, et mouvant son bonnet noir, semble deviner des choses. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-elle. Poil de Carotte ne répond rien. Elle se penche sur la cuvette. « C'est des lentilles ?» Ma foi, j'y vois plus clair. Mon garçon Pierre devrait bien m'acheter une paire de lunettes. Du doigt, elle touche, comme afin de goûter. Décidément, elle ne comprend pas. « Et toi, que fais-tu là, boudeur, et les yeux troubles ? Je parie qu'on t'a grondé et mis en pénitence. Écoute, je ne suis pas ta grand-maman, mais je pense ce que je pense. Et je te plains, mon pauvre petit, car j'imagine qu'il te rend la vie dure. » Poil de Carotte s'assure d'un coup d'œil que sa mère ne peut l'entendre, et il dit à la vieille Marie-Nanette, « Et après, qu'est-ce que ça vous regarde ? Mêlez-vous donc de vos affaires et laissez-moi tranquille. » Comme Brutus. Poil de Carotte, tu n'as pas travaillé l'année dernière comme j'espérais. Tes bulletins disent que tu pourrais beaucoup mieux faire, tu rêvasses, tu lis des livres défendus. Doué d'une excellente mémoire, tu obtiens d'assez bonnes notes de leçons et tu négliges tes devoirs. Poil de Carotte, il faut songer à devenir sérieux. Compte sur moi, papa. Je t'accorde que je me suis un peu laissé aller l'année dernière. Cette fois, je me sens la bonne volonté de bûcher ferme. Je te promets pas d'être le premier de ma classe en tout. Essaie quand même. Non, papa, tu m'en demandes trop. Je ne réussirai ni en géographie, ni en allemand, ni en physique et chimie, où les plus forts sont 2 ou 3 types nuls pour le reste et qui ne font que ça. Impossible de les dégoter, mais je veux. Écoute mon papa. Je veux, en composition française, bientôt tenir la corde et la garder. Et si malgré mes efforts, elle m'échappe, du moins, je n'aurai rien à me reprocher. Et je pourrai m'écrier fièrement comme Brutus. Ô vertu, tu n'es qu'un nom. Mon garçon, je crois que tu les manieras. Qu'est-ce qu'il dit, papa ?
Moi, je n'ai pas entendu. Moi non plus. Répète, voir, poil de carotte. Oh, rien, maman. Comment? Tu ne disais rien. Et tu pérorais si fort, rouge et le poing menaçant au ciel, que ta voix portait jusqu'au bout du village. Répète cette phrase afin que tout le monde en profite. C'est pas la peine. Va, maman. Si, tu parlais de quelqu'un. De qui parlais-tu? Tu ne le connais pas, maman. Raison de plus. D'abord, ménage ton esprit, s'il te plaît, et obéis. Eh bien, maman, nous causions avec papa, qui me donnait des conseils d'amis. Et par hasard, je ne sais quelle idée m'est venue pour le remercier de prendre l'engagement comme ce Romain, qu'on appelait Brutus, d'invoquer la vertu. Tu hurles, tu barbotes. Je te prie de répéter sans y changer un mot, et sur le même ton, ta phrase de tout à l'heure. Il me semble que je ne te demande pas le Pérou, et que tu peux bien faire ça pour ta mère. Veux-tu que je répète, moi, maman? Non. Lui le premier, toi ensuite, et nous comparerons. Allez, poil de carotte, dépêchez. Poil de carotte balbutie d'une voix pleurarde. Vertu, tu n'es qu'un nom. Je désespère. On ne peut rien tirer de ce gamin. Il se laisse rouer de coups plutôt que d'être agréable avec sa mère. Tiens, maman, voilà comme il a dit. Il roule les yeux et lance des regards de défi. Si je ne suis pas premier en composition française, il gonfle ses joues et frappe du pied, je m'écrierai comme Brutus. Il lève les bras au plafond. Ô vertu! Il les laisse retomber sur ses cuisses. Tu n'es qu'un nom. Voilà comme il a dit. Bravo. Superbe. Je te félicite, poil de carotte, et je déplore d'autant plus ton entêtement qu'une imitation ne vaut jamais l'original. Mais poil de carotte, est-ce bien Brutus qui a dit ça? Ne serait-ce pas Caton? Je suis sûre de Brutus. Puis il se jeta sur une épée que lui tendit un de ses amis et mourut. Poil de carotte a raison. Je me rappelle même que Brutus simulait la folie avec de l'or dans une canne. Pardon, sœur, tu t'embrouilles. Tu confonds mon Brutus avec un autre. Je croyais. Pourtant, je te garantis que mademoiselle Sophie nous dicte un cours d'histoire qui vaut bien celui de ton professeur au lycée. Peu importe. Ne vous disputez pas. L'essentiel est d'avoir un Brutus dans sa famille. Et nous l'avons. Que grâce à poil de carotte, on nous envie. Nous ne connaissions point notre honneur. Admirez le nouveau Brutus. Il parle latin comme un évêque et refuse de dire 2 fois la messe pour les sourds. Tournez-le. Vu de face, il montre les taches d'une veste qui les traîne aujourd'hui. Et vu de dos, son pantalon déchiré. Seigneur, où s'est-il encore fourré? Non mais regardez-moi la touche de poil de carotte Brutus. Espèce de petite brute. Lettre choisie. De poil de carotte à Monsieur Lepic et quelques réponses de Monsieur Lepic à poil de carotte. Celle-ci est de poil de carotte à Monsieur Lepic, Institution Saint-Marc. Mon cher papa, mes parties de pêche de vacances m'ont mis l'humeur en mouvement. De gros clous me sortent des cuisses. Je suis au lit. Je reste couché sur le dos et madame l'infirmière me pose des cataplasmes. Tant que le clou ne m'a pas percé, il me fait mal. Après, j'y pense plus. Mais il se multiplie comme des petits poulets. Pour un de guéri, 3 reviennent. J'espère d'ailleurs que ce ne sera rien. Ton fils, affectionné. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.